Alors, effectivement, les CDR, parmi eux, il y a quelqu'un qui a dit: ah, il y a un de mes patrons qui a mal considéré mes dossiers, maintenant on va voir. Ce sont ses collègues qui m'ont dit ça. Et malheureusement pour moi, le monsieur, il était très proche du ministre de l'équipement, qui était notre ministre de tutelle. Et ils faisaient des réunions ensemble à la LIPAD. Alors celui-là, il a fait du munafikisme et le résultat a été néfaste pour moi. Les CDR, sans aucun papier, sans aucune décision officielle, m'ont ramené à mon niveau d'ingénieur B11. J'étais déjà au sommet de ce niveau-là, au niveau A10, même pas A11. Donc l'équivalent de 12 années de retard. La décision n'est venue ni de la direction générale ni du ministère. Et ça m'a poursuivi tout le long du reste de ma carrière. Je suis sorti, je suis allé à la retraite au niveau A. Les écrits, les rapports. Donc, même au niveau de la direction générale, n'a rien pu changer. Et c'est pourquoi je fais la remarque suivante que à la SECNA, c'était la pagaille, le désordre. Parce que ce n'est pas possible que vous ayez un agent détaché sur qui vous avez toute la domination. Une décision sort, ou du moins une disposition sort, ramenant la personne d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, et la direction générale ne fait rien du tout. Donc, je suis parti à la retraite au niveau A. Et pendant ces 10 ans-là, je n'ai gagné que 2 échelons dans le niveau A, où on m'a rétrogradé. 2 échelons en 10 ans. J'espère que les enfants qui sont maintenant à la tour de contrôle, ou mes petits frères qui sont à la retraite, ils vont s'attraper la tête quand ils vont apprendre que cela est arrivé à leur commandant d'aérodrome. Évidemment, je suis en droit de poursuivre maintenant la SECNA. Il faut dire qu'il y a eu les mauvaises décisions des ministres à l'époque. Parce que lorsqu'il y a eu la réhabilitation en 91, du moins la rectification en 91, et qu'un décret présidentiel, une ordonnance, disait que tous ceux qui avaient été à tort brimés par la SECNA, par les CDR, ils n'avaient qu'à faire leur dossier pour être réhabilités. J'ai fait donc mes dossiers, j'ai été réhabilité, et le texte disait que ceux qui sont réhabilités rejoignent leur corps où ils étaient, au poste et échelon, au grade et échelon où ils étaient au moment où la mesure les a frappés. Quand la mesure m'a frappé en 84, j'étais commandant d'aérodrome et j'étais agent détaché de la SECNA. Donc,
le décret appliqué mot à mot veut dire que je devais réintégrer la SECNA. Si je ne devenais pas commandant de l'aérodrome, puisqu'il y a eu un commandant depuis plus de 10 ans, je pouvais avoir au moins un poste équivalent. Pourquoi pas à l'extérieur? Moi, j'ai des cadets qui ont été servir en Guinée équatoriale ou des aînés qui ont été servir à Bangui. Si je ne pouvais plus être commandant de l'aéroport de Ouagadougou, je pouvais être envoyé à l'extérieur, quelque part d'autre, ou être enseignant à l'EAMAC, à l'école de l'aviation, à Niamey. Parce qu'il y a encore des gens, des éléments à moi, hein, des contrôleurs qui ont servi sous moi, qui sont enseignants actuellement là-bas. Donc, c'était une charge organisée contre ma personne. Parce que le ministre qui, en 1994, avait reçu mes dossiers pour la réhabilitation, a gardé les dossiers pendant 5 mois, voire 7 mois dans ces tiroirs. Il n'a pas exécuté l'ordonnance présidentielle. Un ministre qui ne tempère pas. Qu'est-ce que moi je peux faire contre ce truc-là? Donc, au lieu de prendre seulement la décision de dire à la SECNA, écoutez, voilà, le texte présidentiel dit tant, tant, tant et tant. Et puis c'était fini. Quand j'ai vu qu'il voulait me faire un coup, j'ai écrit au Premier ministre. À l'époque, c'était Roch qui était le Premier ministre. J'ai dit, voilà, mon ministre n'exécute pas l'ordonnance. Il l'a certainement touché, mais entre grands, je ne peux pas savoir. Est-ce qu'il l'a appelé au téléphone? Est-ce qu'il lui a envoyé une correspondance? Toujours est-il que ce même ministre-là a avoué que le Premier ministre l'a saisi en ce qui concerne ma correspondance. Donc, le Premier ministre l'a touché. Mais il m'est resté 2 mois pour aller en retraite. Il a tout fait pour que j'aille en retraite sans être réintégré à la SECNA. Il est encore en vie. Et si un jour, devant le tribunal, je pouvais le faire convoquer, on allait lui poser la question à savoir pourquoi il n'a pas exécuté l'ordonnance présidentielle. Un ministre. Donc, je suis allé à la retraite à ce niveau dégradé et sans avoir même eu droit à l'avancement auquel tout le monde avait droit. Personnellement, et là je vais évoquer le mouvement sunnite, je n'ai rien eu à me reprocher parce que ce que la révolution voulait, nous avons été corrects. On est descendu dans les fossés, on a cuvé les saletés pour faire la propreté qu'on demandait devant la mosquée. Mais il y a eu quand même quelque chose de très important qu'il faut signaler. À un moment donné, la révolution a décidé de faire la tombola Instruisons nos enfants. Une tombola destinée à récolter des fonds pour aider l'enseignement. Ils ont édité les tickets et ils ont exigé que tout le monde prenne et vende ces tickets. Au niveau du mouvement sunnite, puisque j'en étais le président, nous avons dit la tombola c'est haram. Nous n'allons donc pas vendre les billets. Mais puisque c'est pour une histoire d'aider l'État, nous allons cotiser de l'argent volontairement et on va aller leur remettre pour aider l'instruction des enfants. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas touché ces tickets de tombola. La communauté musulmane a pris et nous chargeait à la radio. Ce sont des chercheurs de noms. C'est possible parce que quand un dirigeant décide, on obéit à un dirigeant décide et Dieu décide. Et vous ne voulez pas suivre ce que Dieu a décidé. Donc,
la révolution a envoyé les tickets de tombola en Libye pour que Kadhafi fasse vendre par les Libyens. La réponse est venue sec. Ils ont dit que c'est interdit dans l'islam. Donc la Libye n'a pas vendu les tickets de tombola. Et c'est la radio nationale qui a annoncé encore ici que la Libye a refusé parce que c'est anti-islamique. Et nous jubilions maintenant. Et voilà ce qui s'était passé. Donc, nous étions corrects pour la révolution. Je me suis donc marié à l'âge de 26 ans et ma fiancée avait 16 ans. Donc c'était entre sunnites, c'est ce que j'avais choisi. Tout s'est bien passé pendant les tout premiers mois. Et il y a quelque chose de confidentiel qui n'intéresse pas le grand public, mais qui intéresse les musulmans. À savoir qu'un esprit s'est intercalé entre ma femme et moi. Dans le Coran, il y a une phrase célèbre qui nous indique que justement, ces djinns-là peuvent faire ce travail. Parce qu'un jour, je suis revenu du service à 13 heures. J'avais l'habitude, quand j'arrive, d'être accueilli par ma femme au salon. Et c'était des jeunes couples. Ce jour-là, un jour, je suis arrivé et elle ne m'a pas accueilli au salon. Je suis arrivé au salon et j'ai entendu dans la chambre un bougonnement. Quelqu'un qui étouffait. Elle faisait ouf. Je suis arrivé dans la chambre, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Elle dit, Aouz billahi minash shaitanir rajim. Qu'il y a quelque chose qui l'avait appuyé. Je croyais au djinn, mais je ne voulais pas lui faire peur plus que ce qui est arrivé. J'ai balancé ça, j'ai dit non, ce n'est rien, tu racontes des histoires. Elle a juré au nom de Dieu que c'était vrai. Mais par la jeunesse et l'ignorance, nous n'avons pas dit ça à quelqu'un pour qu'on essaye d'utiliser les moyens que le prophète, paix et salut sur lui, nous a laissés en pareil cas. Si j'en avais parlé à la mosquée, on allait organiser ce qu'on appelle la rukia. Bon, je ne sais pas si à l'époque il y avait de fins connaisseurs de la rukia, mais ça aurait pu se faire. Le résultat a été que ma femme a fait un avortement à 4 mois de grossesse. Et depuis, plus rien n'a marché entre nous. Je ne comprenais pas pourquoi. Elle ne comprenait pas pourquoi. Et les gens aussi se demandaient qu'est-ce qui se passe. Et ce sont les parents de ma femme qui m'ont suggéré de prendre une deuxième femme. Pour que l'atmosphère soit un peu plus adoucie. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'avais aucune envie d'être polygame. Cela est arrivé. Mais maintenant, puisque vous voulez entrer dans mes secrets, je vais avouer que plus tard,
j'ai été obligé de me séparer de cette première femme sans aucune histoire, sans aucune inimitié, parce que je me disais, si je ne suis pas correct entre les deux femmes, j'aurai affaire à Allah le jour de la résurrection. Je lui ai dit, je vais te divorcer pour que tu ailles trouver quelqu'un avec qui vous allez vous entendre. C'est ce que j'ai dû faire. Donc, après 8 ans, j'ai dû me séparer de cette première épouse. C'est la seule femme avec qui j'ai divorcé volontairement. Pour l'opinion publique qui a entendu que ceci et cela, ce sont les épouses elles-mêmes qui m'ont quitté à cause de la rigueur de la religion que j'avais. J'étais rigoureux sur les principes. Et pour certaines, c'était parce que j'ai eu des problèmes sous la Révolution. La belle-mère a tout simplement dit à sa fille de ramasser bagages et venir. Parce que je suis devenu triste, je ne suis plus commandant d'aérodrome, et tant. Ça, c'est arrivé. Mais avec la première, vous n'avez pas eu d'enfant? Avec la première, tous mes grands-enfants sont d'elle. Okay. Mais une question un peu, vous dites que vous êtes marié avec elle assez long, vous n'avez pas eu de problème administratif? Ça, c'est maintenant. En 1967, il n'y avait pas cette rigueur-là. Le mariage religieux est bien accepté. Et quand j'ai décidé de faire le mariage civil, elle avait donc la majorité. Au total, j'ai eu 13 enfants. Jusqu'à nos jours, quoi. 13 enfants, 5 garçons et 8 filles. Ils sont tous vivants, bien portants, et 33 ou 35 petits-fils. D'accord. Maintenant, sûrement que vous avez un message à l'endroit de ces enfants-là, qui va les profiter. Si vous tenez à cœur, quel message vous voulez? Bon, le message, ce sont eux-mêmes qui m'ont indiqué quel message faire, parce qu'ils avouent à qui veut l'entendre que celui qui a été éduqué par leur papa, s'il ne réussit pas, c'est de sa faute. Voilà le langage que tiennent les aînés maintenant. Et ils ont dit, on a su que la rigueur et les difficultés que nous avons affrontées, c'était pour notre bien. Donc justement, c'est comme s'ils ont senti que leur papa était rigoureux. Est-ce que cela a posé des problèmes avec les enfants? Avec les enfants? Absolument pas. Les différentes mères, autant qu'elles sont, n'ont pas pu influencer leurs enfants parce que moi j'étais là. Et il y a la cohésion jusqu'à aujourd'hui entre tous mes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une raison pour en vouloir aux anciens marabouts. Parce que tout jeune, vers l'âge de 10-12 ans, mon papa avait un voisin qui avait organisé un lieu de prière chez lui et je faisais mes prières avec lui. Il y a un témoin vivant aujourd'hui, lequel va être plus tard mon vice-président au mouvement sunnite, c'est Sembe Idrissa, qui lorsqu'il était à Koudougou et venait en vacances à Ouagadougou, on jouait ensemble, quoi, tu vois, on portait juste la petite culotte. Lui, il a vu l'islam de ce moment-là. Et ce monsieur allait mourir précocement
Parce qu'en 1956, il est parti en pèlerinage avec les premiers avions parce que à l'époque, c'était rudimentaire. Il a fini son pèlerinage et après le pèlerinage, seulement qu'on partait à Médine. Ils ont fait le voyage de Médine et en revenant, le camion qui les a ramassés est tombé et les bagages l'ont assommé lui. Donc lui, il est mort à Médine en 1956. Laissant une épouse avec un bébé de 1 an. Ce bébé est devenu un des dirigeants aujourd'hui à la mosquée. Et je ne vais pas dévoiler tous leurs secrets. En tout cas, je suis redevable à son papa pour les premiers pas. Mais de l'autre côté, chez mon papa, les marabouts là, puisque le papa était riche, ils venaient tous les vendredis lire la salade et puis tirer le mouton sortir. Mais ils n'ont pas pu faire apprendre au papa la Fatiha correctement. Nous étions là, on était témoins. J'ai grandi, je suis devenu fonctionnaire et je revoyais encore ces marabouts-là. Ils n'ont pas changé. Ce qui les intéressait, c'est venir profiter seulement. Faire doigt, Fatiha, Fatiha, c'est tout ce qu'ils faisaient. Et le papa n'a pas donc su la religion, et ce n'est pas le papa qui m'a inculqué la religion. Donc j'ai grandi avec cette envie de pratiquer jusqu'à l'âge de 13-14 ans où j'entrais au collège moderne de Ouagadougou. Donc, ainsi formé, je poursuivais mes prières, je faisais mon ramadan et j'ai eu la chance d'avoir comme camarade ou ami Ahmad Bandé, le grand frère de Mahmoud Bandé. Ahmad Bandé est venu de Kondisseri. Son père est marabout, lui. Son père est marabout, donc il savait quelque chose parce qu'il a terminé le Coran, comme on dit couramment. Il a terminé le Coran depuis 1956. Nous étions en 5e. Donc, quand je devais monter, quand je voulais monter prier au dortoir, parce que nous étions à l'internat, c'était avec Amadou Bandé. Donc nous étions ce petit groupe et nous avons eu à gauche, à droite, des élèves qui se sont intéressés à nos activités à tel point que finalement, nous avions eu l'audace de demander pendant le ramadan que le principal, le patron du collège à ce moment, c'était le principal, nous autorise à faire le ramadan. Pourquoi nous autorise? Parce qu'il fallait avoir la nourriture de 3h ou 4h du matin. Donc il nous faisait préparer. Il acceptait qu'on nous prépare le repas du soukho pour jeûner. On était peut-être maximum une dizaine. Hein. Et il nous autorisait à aller faire les prières de Tarawih dans le quartier d'Apoya. Donc c'est nous qui étions les meneurs. On menait les élèves là-bas de l'autre côté du marigot. On fait la prière et on revient. Et le soir, il y avait la rupture avec beaucoup de viande, du soda, et ça faisait la jalousie des autres. Donc nous avons évolué comme ça, jusqu'à ce qu'on soit assez grand, adulte. Lorsque j'ai quitté en 1962, on avait formé assez d'adhérents. Je peux citer quelques noms.
directeur actuel de la pharmacie Kenya, lui, il peut être témoin. Il y a certains dont j'ai perdu la trace. Par exemple, Bassambo Youssouf. Bassambo Youssouf, qui a été député, si je ne m'abuse. Il y a Adama, qui a été directeur du CSI à un moment donné, et porte-parole du gouvernement même. Donc, lui, c'est un de nos premiers protégés. Il faisait partie du groupe. Et un autre jeune qui est encore en vie, maintenant c'est un vieux, un excellent footballeur dans le temps, Ouedraogo Boukari dit Panier. Tous ces gens-là étaient dans le groupe et il y avait une bonne ambiance. Bon, j'en oublie. Donc, ces élèves-là ont continué après nous et dans les différents établissements. Lorsque j'étais devenu fonctionnaire, j'ai découvert donc que beaucoup d'anciens étaient toujours dans la formation et qu'ils encadraient des jeunes. Mais il n'y avait pas une reconnaissance officielle. Je suis heureux d'annoncer que j'ai été parmi ceux qui ont parrainé l'AIMB jusqu'à l'obtention de leur récépissé d'existence. Parce que moi, j'organisais des groupes de prêche et j'allais dans les établissements les week-ends ou plus tard quand nous allions recevoir des étudiants venus de l'extérieur, la France par exemple, qui sont musulmans, nous organisions des sorties, des campings où les élèves se rassemblaient et ce sont nos frères sunnites qui les encadraient. On fait toute la journée de 8h à 17h, on fait à manger là-bas et on écoute les prêches. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui peut encore attester, qui est un des dirigeants à la mosquée Zangwetin, c'est Issaka Dipama. C'était un de nos protégés. Et lui, il ne peut pas le nier aujourd'hui. Il y a Sam Issaka, il y a Tiemtore Tiego, Ilbodo Alido, Kone Cheikh, qui est secrétaire exécutif de la fédération aujourd'hui. Bon, alors donc voilà. Il faut dire que mon passage à Bobo Dioulasso m'a beaucoup marqué et m'a bien formé. Et donc j'étais même très téméraire. Parce qu'à l'époque, je suis parti au pèlerinage à l'âge de 28 ans, à partir de Bobo Dioulasso. Je me suis inscrit à Bobo, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou ici pour prendre l'avion, on m'a fait déléguer. Et dans toute la Haute-Volta à l'époque, il n'y avait eu qu'un seul avion, 244 pèlerins. En 1969. Donc, je me suis permis justement en 69, tout seul à Bobo Dioulasso, simplement commandant adjoint de l'aéroport de Bobo. Il n'y avait pas le mouvement sunnite et j'étais loin d'imaginer qu'un jour il existerait le mouvement sunnite. Comme j'étais témoin des insultes que proféraient les musulmans à la radio, les uns contre les autres. Et il faut dire, appeler un chat, c'est la communauté musulmane qui insultait les Wahhabias.
Donc tous ceux qui priaient bras croisés étaient traités, appelés Wahhabia, et on nous détestait. Et les prêches allaient jusqu'à dire que si on tue l'un d'entre eux, on a les mêmes bénédictions que de tuer, comme celui qui a tué une salamandre. Ceci s'est répété à Ouagadougou comme à Bobo Dioulasso. Donc je me suis permis d'écrire au ministre de l'Intérieur pour lui dire, mais vous êtes témoin des insultes proférées à la radio nationale par certains musulmans à l'endroit d'autres. Pourquoi est-ce que vous ne décidez pas d'organiser un débat public avec votre sécurité et appeler tous les antagonistes et leur dire, exposer vos doléances ici et donner vos preuves pour qu'une fois pour toutes on en finisse avec ces inimitiés et ces injures. Toujours en 69, en juin 69 précisément. J'ai encore copie de la lettre et la réponse du ministre de l'administration. Le ministre de l'administration a répondu, le ministre de l'Intérieur à l'époque, il a répondu que c'est vrai ce que je dis, mais l'islam, ou du moins la religion, ce n'est pas une affaire du gouvernement. Même si c'est vrai que certains exploitent d'autres, il appartient aux musulmans d'ouvrir les yeux et de ne pas se laisser exploiter. Et qu'il appartenait à ceux qui étaient convaincus qu'ils sont dans la religion droite, de convaincre les autres de prier comme le prophète il priait. Parce que le grand problème à ce moment, c'était seulement bras croisés et bras ballants. J'ai reçu cette réponse du ministre à l'époque. Ceux de Bobo n'ont même pas su que moi j'ai écrit une lettre. À plus forte raison, les gens de Ouagadougou, qui étaient très très mal organisés et vraiment en difficulté. Parce qu'il n'y avait personne à Ouagadougou qui pouvait se lever, aller à l'autorité pour... Vous voyez? Donc, vous voulez dire qu'en ce moment, la religion à Bobo était beaucoup plus développée qu'à Ouagadougou. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà 2 mosquées de vendredi pour les sunnites à Bobo. Alors que nous n'avions aucune ici, non seulement aucune, mais on était obligé de prier dans un domicile d'un des leurs, d'un des nôtres, qui se trouvait être Amadou Bandé, le grand frère de Mahmoud Bandé. Beaucoup d'événements se sont passés, je peux citer en passant, puisque nous sommes sur le volet religieux.